Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce deuxième épisode de Un style, une gestion. Alors on reçoit aujourd'hui Laurent Calvet, donc gérant obligataire chez Tikehau. Merci Laurent d'être là. Donc peut-être pour commencer, quelques mots sur la maison Tikehau, son histoire, combien vous êtes, comment ça se passe. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Tikehau Capital, en quelques mots, c'est un groupe de gestion d'actifs qui a été fondé en 2004 avec 4 millions d'euros. Aujourd'hui, on gère quasiment 37 milliards au travers de 4 activités, le private equity, la dette privée, l'immobilier et les capital market strategies, donc les fonds ouverts, actions diversifiées et crédits, donc l'équipe dans laquelle je suis. On a une spécificité, enfin l'ADN de Tikehau, vraiment, ça s'articule autour de 3 piliers. Le premier, c'est l'alignement d'intérêts, donc avec un peu plus de 3 milliards de capitaux propres, on investit dans toutes nos stratégies, donc on est aux côtés de nos investisseurs. On a la matière grise, ce qu'on appelle, on a beaucoup mis de moyens humains pour pouvoir sourcer et effectivement mener à bien toutes nos stratégies. Donc on est à peu près 700 maintenant aujourd'hui dans le groupe. Et enfin de la présence locale, donc avec 14 bureaux à travers le monde, ce qui nous permet effectivement de sourcer des deals localement. Si on prend l'exemple de mon activité, on est très centré Europe dans nos placements, mais on a des capacités d'analyse à Singapour et aux États-Unis, à New York, qui nous permettent aussi de diversifier les portefeuilles et de trouver des opportunités sur ces marchés. D'accord, donc une belle équipe bien rodée. Alors c'est un peu compliqué les marchés depuis le début de l'année. Comment est-ce que vous drivez ça chez Tikehau? Est-ce que vous pensez que c'est une année 2022 vraiment noire? Est-ce que le ciel va s'éclaircir d'ici la fin de l'année? Alors c'est vrai que depuis le début de l'année, les marchés ont été vraiment très chahutés, avec beaucoup de sources de volatilité, des valorisations qui ont été impactées sur l'ensemble des actifs risqués, les dettes d'entreprise aussi, avec ce combo hausse des taux d'intérêt et écartement des primes de risque. Donc c'est vrai qu'en performance, c'est compliqué depuis le début de l'année et malheureusement, on a l'impression que le ciel s'assombrit un petit peu devant nous quand même, avec une probabilité de voir une récession arriver qui est grandissante. On a des conditions financières qui se resserrent de plus en plus, que ce soit au travers de la hausse des taux d'intérêt avec les politiques monétaires ou avec l'écartement des primes de risque sur les marchés. On a une demande du consommateur qui devrait commencer à fléchir, de même au niveau de l'activité manufacturière, au niveau de l'investissement immobilier avec la hausse des taux, et puis au niveau microéconomique, même si on a eu des résultats du premier et deuxième trimestre qui étaient bons, voire même très bons, le troisième et quatrième trimestre pourraient être un petit peu plus compliqués, pourraient décevoir, faire état davantage de contraction de marge. Donc ouais, à court terme, ça peut être quand même assez volatile, assez incertain, avec en plus, il faut rajouter l'aspect crise énergétique, guerre en Ukraine et toute cette incertitude. Beaucoup d'éléments exogènes. Voilà. Mais alors vous, du coup, vous profitez un petit peu de cet environnement pour, vous avez lancé votre fonds Tikehau 2025. Tout à fait. Alors comme dans toute configuration de marché très chaotique, il y a toujours des opportunités à saisir, effectivement. Je pense qu'un bon point de départ pour parler un petit peu de ce fonds-là, c'est de voir un peu ce qu'il y a dans les prix aujourd'hui dans le marché. Sachant que le niveau récessionniste moyen historique pour l'investment grade, donc les entreprises de très bonne notation, se situe à 150 points de base en moyenne. Pour le haut rendement, 700 points de base. Aujourd'hui, sur l'investment grade, on est à 225 points de base et sur le haut rendement à 620. Ce que ça veut dire que l'investment grade, lui, intègre complètement une récession, même largement, puisqu'on est à 75 points de base plus large que ce niveau moyen théorique, alors que si une récession arrive, clairement, sur le haut rendement, on n'est pas au prix, puisqu'on est 80 points de base plus serré que ce niveau moyen théorique. Donc on a un potentiel de performance négative sur le haut rendement à court-moyen terme. Donc il y a vraiment une fenêtre qui s'est ouverte là et qui était restée fermée pendant quasiment 10 ans. C'est la possibilité de faire des fonds datés de façon vraiment traditionnelle. La façon dont ça a été, en fait, ils ont connu leur essor et leur développement commercial le lendemain de la crise de 2008-2009. Et tout l'intérêt du fonds daté, c'est de le faire déjà avec des obligations investment grade. Pourquoi? Et ça, c'est le point central de l'argument, c'est que en fait, les émetteurs d'obligations investment grade n'ont pas la possibilité de refinancer leur dette avant la maturité des obligations, ou alors 3 mois avant. Alors que
Au contraire, une obligation high yield, elle, ne va jamais jusqu'à sa maturité. Ou alors, cas de stress très fort sur un émetteur, et là on va parler de restructuration, de défaut. Mais sinon, un émetteur haut rendement cherchera toujours à refinancer sa dette, soit pour baisser sa charge d'intérêt mensuelle, soit pour allonger son profil de dette dans le temps. Donc, quand on investit, quand on fait des fonds datés en high yield, et c'est possible de le faire puisque nous aussi on le fait, on ne sait jamais vraiment quand une obligation high yield au rendement va nous délivrer du rendement. Sa durée, ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand est-ce qu'elle va être refinancée. Alors que quand on fait avec de l'investment grade, voilà, on a un peu cette certitude hors cas de défaut que l'obligation investment grade devrait délivrer du rendement sur toute sa durée de vie. Donc l'idée de base, en fait, c'est d'acheter des obligations de signature très résilientes. Donc on peut citer quelques noms, pas forcément dans le portefeuille, mais qui parlent un peu à tout le monde, du CAC 40, je sais pas, Orange, EDF, Danone, Total, voilà. En tout cas, c'est ce qui était vraiment fait au lendemain de la crise, de les acheter avec une décote, donc à 70% du pair à peu près, et de laisser le temps, finalement, avec une stratégie vraiment de portage, sans vraiment une gestion active dedans, sauf les refinancements et éventuellement si un émetteur commence à prendre une mauvaise direction. Mais sinon, de laisser le temps pour avoir cet effet de retour au pair de l'ensemble des obligations en portefeuille. Et du coup, de délivrer du rendement jusqu'à la maturité du fonds. D'ailleurs, ce qui est différent cette fois, c'est d'avoir la stratégie de portage. Voilà, exactement. Et du coup, c'est rendu possible aujourd'hui puisqu'on peut acheter ces obligations investment grade qui, il y a encore un an, avaient des rendements très largement négatifs. Et qui aujourd'hui ont à la fois des rendements positifs, sont décotés. Il y a un point d'entrée parce que, là on vient d'en parler, l'investment grade lui a clairement sous-performé le high yield depuis le début de l'année. Peut-être un mot sur l'investment grade. Pourquoi cette sous-performance? Pourquoi l'investment grade intègre une récession alors que le high yield pas encore? Ça s'explique assez simplement par 3 facteurs. Le premier, c'est que la force majeure principale qui a propulsé les marchés d'investment grade depuis de nombreuses années n'est plus. La Banque Centrale Européenne arrête d'acheter, donc déjà, forcément quand il y a ce retrait de liquidité-là, ça impacte le sous-jacent. Ensuite, le fait que l'univers investment grade, dans sa grande majorité, est bancaire, au travers des seniors bancaires. Les bancaires sont jugés cycliques. Donc quand on a peur d'une récession, on vend tout ce qui est cyclique et les banques en premier lieu. Et enfin, le troisième point, c'est que les obligations investment grade, leur prix est beaucoup plus sensible à l'évolution des taux d'intérêt que par exemple pour les obligations au rendement où c'est vraiment la prime de risque. C'est le risque idiosyncratique de la boîte. Donc du coup, on se retrouve en investment grade beaucoup plus sujet à tout ce qui va impacter les taux. Donc, la macroéconomie, la géopolitique, la crise énergétique, l'inflation, la fragmentation, le quantitative tightening, par exemple. Voilà, tout ça qui se retrouve dans les taux et qui fait qu'aujourd'hui, on a de la sous-performance, alors même qu'on a une potentielle récession qui arrive et que la qualité fondamentale crédit de ces émetteurs-là est meilleure que celle du haut rendement. Donc, il semble opportun et judicieux d'aller déjà sur cette classe d'actifs, l'investment grade, plutôt que du high yield, et du coup en format daté, puisque les obligations investment grade permettent vraiment de la structuration du fonds daté, comme ça a été fait traditionnellement, classiquement. Avec aussi, pour que ça marche, c'est une période de commercialisation assez courte. Et une fois que la période de commercialisation est terminée, mettre des frais d'entrée, des frais de sortie assez élevés, qui soient un peu dissuasifs, pour assurer une stabilité en fait, de la stratégie, pour qu'on n'ait pas d'opération de relution, dilution pour les investisseurs existants. Donc pour que ça marche, il faut une stabilité du passif. Et après, à horizon, donc fin 2025. Voilà. Pourquoi cet horizon-là? Je pense que dans cet environnement, du coup, un peu incertain, par construction, en fait, on a plus de visibilité sur la liquidité et la capacité de remboursement des émetteurs sur une échéance à peu près 3 ans, plutôt que sur une échéance plus longue. Donc on a, non pas que c'est garanti, mais en tout cas on a plus de visibilité juste par construction parce que vous avez plus de visibilité à court terme qu'à long terme. Donc c'est pour ça, et aujourd'hui on pense que l'heure est peut-être un peu plus à mettre en avant le couple rendement-risque plutôt que juste un rendement facial très élevé. Et pour cette stratégie, on est autour à peu près de 6,5% de rendement brut. D'accord. Donc c'est une stratégie où on va mettre des obligations investment grade sans prendre en compte, il n'y a pas de refinancement possible encore une fois, donc ça, les obligations jusqu'à la maturité. Et on ajoute cette touche un peu Tikeo Capital parce que
C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être un Warren Buffett de l'investissement pour faire un fonds investment grade, pour mettre de l'EDF, Danone, Total. Il n'y a pas besoin d'être extrêmement doué. Mais nous, ce qu'on va apporter en plus, c'est cette expertise sur une petite sélection d'entreprises high yield, aussi à maturité fixe sur les obligations. Donc là aussi, il n'y aura pas de problématique de refinancement pour ces émetteurs high yield. Et une partie subordonnée financière qui vient permettre de magnifier un petit peu ce rendement, encore une fois, voilà, brut à 6,5. Donc pour un sous-jacent qui est... alors ça présente des risques bien évidemment, parce qu'il y en a toujours, mais donc vous pouvez penser à un défaut, une vague de défauts systémiques sur l'investment grade, vous pouvez penser à une crise bancaire systémique, voilà, c'est ce genre de défaut, mais à part ces événements un petit peu extrêmes, on reste sur un couple rendement-risque qui est quand même, selon nous, assez attractif. Dans un contexte où la récession semble se dessiner. Très bien, merci beaucoup. C'était très clair, un fonds qui correspond bien à l'environnement qu'on est en train de traverser. Merci Laurent d'avoir été notre invité et puis merci à vous pour ce deuxième épisode. À bientôt.